Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7. Nous sommes le samedi 22 juillet 2017. Heureuse de vous retrouver chez vous, amis téléspectateurs, auditeurs. C'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos très chers invités sur ce plateau. Aujourd'hui, Actu en 7 a le plaisir de recevoir Bakary Domingo Mané. Il est journaliste. Bonjour, monsieur Mané. Bonjour. Alors, toujours avec nous sur ce plateau, Seydi Gassama de Amnesty International, section Sénégal. Bonjour, monsieur Gassama. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons évoquer l'actualité politique de la semaine législative 2017. Nous allons parler campagne électorale, bien sûr. Nous intéresser au drame du stade Demba Diop de Dakar, survenu samedi dernier. Nous allons revenir sur cette situation, hein, la violence notée ces temps-ci sur le territoire national, campagne électorale, drame un peu partout. Nous allons y revenir avec nos très chers invités. Alors, je démarre avec vous, monsieur Gassama. La campagne électorale qui rime avec violence au Sénégal, c'est devenu une coutume? Écoutez, les campagnes électorales au Sénégal ont souvent été émaillées de violence. Les anciens nous racontent même toute la violence qu'il y a eu dans le passé entre le PRA Sénégal, l'UPS, etc. Et il y a énormément de choses qui se racontent sur la violence politique au Sénégal. Mais je dois dire que depuis 1993, c'est la première fois qu'on assiste à autant de violence. C'est vrai qu'en 2012, il y a eu de la violence, mais c'est une violence entre manifestants politiques et forces de sécurité. Et cette fois-ci, on observe plutôt une violence entre acteurs politiques. Et c'est cela qui me semble assez inhabituel et également extrêmement dangereux. Parce qu'on assiste à un embrigadement de jeunes, un recrutement de gros bras qui sont souvent, qui portent des armes. Ont-ils des permis de port d'armes? C'est un point d'interrogation. En tout cas, beaucoup d'entre eux portent des armes et des coups de feu sont tirés un peu partout. Et je crois que cela est extrêmement dangereux. Au jour d'aujourd'hui, bien entendu, il y a deux coalitions qui sont pointées du doigt. C'est la coalition Manko Tahaou Sénégal, qui a été pointée du doigt à la fois à Grand Dakar et à Grand Yoff, mais aussi la coalition présidentielle, qui est pointée du doigt dans plusieurs incidents, que ce soit à Rufisque, que ce soit à Oréfondé, que ce soit à Ourossogui, qui, il faut le dire, est très préoccupant. Parce que quand vous entendez quelqu'un, un député de la République, dire que certaines zones du pays constituent un titre foncier pour le président, pour nous comprenons bien qu'il veut dire que c'est une zone qui est acquise au président. Mais pour ses suiveurs, bien entendu, cela signifie que personne ne doit venir ici faire un meeting. Et donc, Baldé a essuyé des pierres à Ourossogui. Hier, Aïssata Tall Sall a vu son matériel caillassé à Orefondé. Et je crois que cela va continuer. Cela va continuer. Il est temps que Macky Sall arrête ses propres hommes. Eux, ils ont en charge la gestion de l'État. Donc, il ne faut pas qu'ils versent dans des actes de vandalisme, dans des actes de hooliganisme, comme le ferait un parti d'opposition. Je pense qu'il est temps qu'il lui-même donne des instructions claires à ses hommes pour qu'ils arrêtent cette pratique qui n'honore pas le Sénégal. Ils sont très mal placés pour faire la leçon aux jeunes. Très mal placés. Lorsque l'on voit la violence qu'il y a dans les cortèges politiques, je crois qu'ils sont très mal placés pour faire la leçon aux jeunes de Ouakam, qui eux ne jetaient que des pierres. Eux, c'est des coups de feu, c'est des machettes, c'est des couteaux, et je crois qu'ils ont dépassé toutes les limites. En période donc électorale, des violences, la tension qui monte, disons, avec bien sûr ces cas de violence notés un peu partout, Grand Yoff, Médina, Ourossogui, comme l'a dit tantôt M. Gassama. Dites-nous, quelle analyse faire d'une telle situation qui n'est pas nouvelle quand même? Oui, je pense que M. Gassama a dit, il a raison. Quand on parle de violence, c'est comme si ça rime vraiment plus ou moins avec la politique au Sénégal. Et on peut remonter encore loin dans le temps. On se rendra compte que, évidemment, cette violence a toujours émaillé, les campagnes électorales sont toujours émaillées, n'est-ce pas, de violence. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, vous voyez, cette année, il y a eu 47 listes. Ça veut dire beaucoup de candidats, beaucoup de coalitions, peu de places.
C'est-à-dire que ça, c'est le critère d'abord sur lequel il faut s'arrêter pour expliquer plus ou moins aujourd'hui cette escalade, n'est-ce pas, de la violence. Beaucoup de prétendants, peu de place. Ok? Et dans le camp, n'est-ce pas, au pouvoir, vous avez entendu le président dire à ses poulains que de toute façon, ce sont vos postes qui sont en jeu. Si vous ne gagnez pas, voilà, vous ne retrouverez pas, pas vos postes. Donc c'est des enjeux à l'intérieur qui fait que quelque part, chacun veut gagner là où il est. Et voilà, et quitte à bousculer même vraiment les lois de la concurrence, les lois de la compétition. C'est ce à quoi malheureusement nous assistons aujourd'hui. Et autre chose encore pour expliquer ces cas de violence, pour moi, c'est l'absence, si vous voulez, de dialogue dans ce pays. Les gens ne se parlent pas. Les gens ne se parlent pas, puisque la parole est en train de s'exiler. Évidemment, cela laisse la place carrément à la violence physique. Et c'est vraiment regrettable. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques doivent, disons, travailler à argumenter, n'est-ce pas, dans le champ politique. Ne pas vraiment céder aux invectives, parce que simplement, la plupart d'entre surtout les militants, ça se pose vraiment la question de la formation des militants. Parce que eux, ils pensent que le camp d'en face, qui n'a pas le même point de vue, n'est-ce pas, que leur mentor, ce camp d'en face, n'est-ce pas, doit être carrément balayé. Quand vous n'êtes pas d'accord avec leur mentor, vous devenez un ennemi. Alors qu'ils ne devaient pas être ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Ce sont des adversaires politiques. Mais est-ce qu'ils le comprennent? Et troisièmement maintenant, pour moi, il y a une sorte de machiavélisme, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom, avec cette escalade de la violence. C'est que comment aujourd'hui, que ce soit le camp au pouvoir ou bien les opposants, utilisent la jeunesse comme bouclier, et malheureusement c'est cette jeunesse, n'est-ce pas, qui est victime, n'est-ce pas, de ces violences-là. Ce sont les gros bras. Parce que ceux-là, évidemment, n'ont pas la possibilité de s'insérer dans le système. Hein, donc, la campagne électorale devient une sorte de traite pour ces gens-là, pour ces jeunes, qui n'avaient pas accès, n'est-ce pas, à des ressources financières. Et pourquoi ils n'ont pas accès aux ressources financières? Parce que quelque part, quelqu'un dans le système, je dis quelqu'un dans le système, a dû prendre ce qu'il ne devait pas prendre. Et moralité, l'argent n'est pas arrivé à destination. Puisque l'argent n'est pas arrivé à destination, il y a des gens qui sont privés. Et parmi ces gens qui sont privés, ce sont ces jeunes-là qui aujourd'hui pensent que le moment est venu de s'enrichir, plus ou moins, entre guillemets. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a une sorte de machiavélisme qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi donc on doit analyser froidement cette situation de violence dans ces pays, parce que si on laisse les choses comme ça, évidemment, ça peut basculer et c'est préjudiciable, n'est-ce pas, pour le pays. Pour le pays, voilà. Donc la tension qui monte toujours, comme je l'ai dit tantôt, et surtout avec l'annonce d'une marche du Parti démocratique sénégalais, le parti du SOPI, tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, coalition gagnante Manko Wattu Sénégal. C'est prévu ce mardi et c'est pour dénoncer la lenteur notée dans la distribution des cartes d'identité biométrique. Est-ce qu'on peut faire toujours ce rapprochement? Comme je l'ai dit, la tension qui monte avec cette marche annoncée. Je pense que Bakary l'a bien dit, les élections représentent un enjeu pour beaucoup de personnes. Quand le président dit qu'il faut vaincre ou périr, bien entendu, des ministres jusqu'au DG, tout le monde se sent menacé. Donc il faut gagner coûte que coûte. On gagne ou on gagne, comme diraient les partisans de Gbagbo. Donc c'est un enjeu à tous les niveaux. Pour certaines listes également de l'opposition, c'est un enjeu énorme. Vous prenez la liste de Khalifa Sall, c'est un enjeu énorme pour eux. Abdoulaye Wade, c'est pratiquement la survie du PDS en tant que première force de l'opposition qui est en jeu. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette campagne et vraiment pour tout le monde. Cela dit, pour revenir à la marche du PDS, moi je pense que le PDS pose quand même des questions qui préoccupent en ce moment tous les Sénégalais, c'est l'accès aux cartes d'électeurs. Quel que soit le discours que le ministre de l'Intérieur sert aux Sénégalais, il reste que beaucoup de gens aujourd'hui
passent d'une sous-préfecture à un centre, ils n'ont jamais leur carte d'identité. Il y a des gens qui devaient le recevoir depuis 3 mois qui ne l'ont toujours pas. Hein. Donc, il y a un véritable problème. Les Sénégalais sont angoissés par rapport à la disponibilité des cartes. Et si les efforts ne sont pas faits, de réels efforts ne sont pas faits, un très grand nombre de Sénégalais n'iront pas voter le 30. Et cela risque de causer un véritable problème, parce que l'opposition est en train déjà d'alléguer que ce sont les cartes de des opposants qu'on est en train de retenir. Et que les préfets, en collaboration avec les gens du parti au pouvoir, sont en train de retirer les cartes de leurs militants et de leur donner. J'ai vu quelque chose qui a été posté comme ça par un responsable du PDS. Donc, si les Sénégalais ne vont pas voter en grand nombre, évidemment, l'opposition va alléguer que ce sont ces militants qui ont été empêchés de voter de façon tout à fait organisée par le parti au pouvoir. Et je crois que cela n'est pas bon pour la démocratie. Et Monsieur Gassama, c'est ça la question en fait. Mais l'on voit du côté du pouvoir, le ministre de l'Intérieur qui brandit des menaces, disons qu'ils ne vont pas laisser de débordement et qu'ils ne vont pas donc permettre aucun débordement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est ça la question, l'obtention des cartes d'identité biométrique qui pose problème? C'est ça le débat en fait. Absolument, c'est ça le débat. Encadrer une marche. Si la manif de Wade est en train de rallier autant de personnes au Sénégal, c'est parce que les gens ont cette préoccupation par rapport aux cartes d'électeurs. Et pour revenir à la marche, moi je voudrais dire de façon très claire au ministre de la Justice et au président, parce que le ministre ne prend aucune décision de ce genre sans que le président ne soit informé, même s'il se défend toujours d'être informé de ce que fait le ministre de la Justice, de l'Intérieur. Je voudrais simplement dire que nous sommes en période électorale. Et le code électoral est tout à fait clair. L'article 59 dit de façon très claire que pendant la période de campagne électorale, officielle de campagne électorale, les candidats ont le droit d'organiser des manifestations partout sur le territoire national. Et le plateau de Dakar est quand même partie intégrante du territoire national. Et la manif du PDS est une manifestation à caractère électoral, parce qu'il vise à réclamer l'instrument même du vote. Hein, le bulletin qui permettra aux Sénégalais d'aller, enfin la carte qui permet aux Sénégalais de pouvoir voter. Donc il n'y a aucune raison qu'on puisse invoquer un quelconque arrêté pour justement empêcher à ce que ce droit prévu par la loi puisse être exercé. Donc j'invite le ministre de l'Intérieur à mettre en œuvre tout ce qu'il faut en matière d'encadrement des services de sécurité pour que le PDS puisse faire sa marche tranquillement et se disperser. Il n'y a aucune raison qu'elle soit interdite. Si elle est interdite, ce sera une nouvelle forfaiture qui n'est pas acceptable. Hein. Je rappelle que l'opposition actuelle avait combattu l'arrêté Ousmane Ngom qui sont en train d'invoquer aujourd'hui. En matière du point de vue du droit, on ne peut pas prendre un arrêté et de la hiérarchie des normes. Un arrêté ne peut être au-dessus d'une loi. Le code électoral, c'est une loi de la République. Un arrêté de ministre ou d'un préfet ou d'un maire ne peut être au-dessus, n'est-ce pas, d'une loi de la République. Donc, on ne peut pas invoquer cette loi, surtout qu'eux-mêmes, lorsqu'ils étaient opposants, ils ont combattu cette loi. Combien de jeunes ils ont emmenés au plateau qui ont été arrêtés, qui ont été blessés, qui ont été emprisonnés parce qu'ils contestaient cet arrêté-là. Donc c'est immoral aujourd'hui qu'on vienne évoquer cet arrêté-là pour dire vous ne devez pas manifester. Le PDS a le droit de manifester, mais il a la responsabilité de manifester de façon pacifique, n'est-ce pas, avec tout l'encadrement qu'il faut pour qu'il puisse s'exprimer donc comme il l'entend et comme le prévoit donc le code électoral qui régit les activités pendant cette période-ci. Tenir une marche avec tout l'encadrement qu'il faut. Est-ce possible en cette période de campagne électorale? Le contexte, on se rappelle, samedi dernier, la situation donc, qui sévissait au stade d'Emba Diop de Dakar avec le nombre assez réduit de forces de l'ordre. Est-ce que la marche du mardi sera bien encadrée actuellement? Oui, en fait, je pense que avant de parler d'encadrement, je pense qu'il faut d'abord reconnaître en Wade qu'il a le droit, n'est-ce pas, de manifester, puisque nous sommes vraiment dans une période électorale. Imaginez que, puisque les gens sont en train d'évoquer l'arrêté, n'est-ce pas, Ousmane Ngom, pour dire que dans tous les cas, il ne peut pas manifester au niveau du plateau. Imagine qu'il décide d'organiser une caravane. Est-ce qu'on va interdire la caravane? Voilà les questions que je pose, parce qu'il va drainer du monde, il y aura beaucoup de monde, n'est-ce pas, au plateau. Est-ce qu'à partir de ce moment, on va dire à Wade, non, il n'a pas le droit d'organiser une caravane parce qu'il y a un arrêté, n'est-ce pas, ministériel. Je pense que
c'est le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui commence à bander ses muscles. Parce que j'ai entendu son discours hier. Pour moi, ce discours-là, il ne doit pas le tenir. Quand il dit, ils n'accepteront aucun débordement. Bien, c'est bien. Mais en même temps, ces propos sont dirigés, c'est une sorte de critique contre le régime en place, quoi qu'on dise. Parce que c'est le régime, c'est le gouvernement qui doit créer les conditions, n'est-ce pas, de sécurité des populations. C'est-à-dire que quelqu'un veut manifester, c'est un droit de manifester, le gouvernement n'a qu'à mettre les moyens pour encadrer la marche. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi fioter en chat. Mais de mon point de vue, depuis quelque temps, depuis que Wade est venu, il me semble quelque part en face, il y a une frilosité, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom, à travers les discours que j'entends par-ci par-là, pour contrecarrer un peu les initiatives, n'est-ce pas, de Wade. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Ce pays nous appartient tous et que, quelque part, ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir, c'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir qui doit utiliser les moyens, n'est-ce pas, de l'État pour contrecarrer, même contre, n'est-ce pas, les lois de ces pays. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. Wade a le droit, n'est-ce pas, de manifester. Je pense que, moi, l'appel que je lance en direction des terrains du pouvoir, c'est d'encadrer cette marche. Et que, vraiment, nous avons vu, il y a combien d'expériences de marches encadrées qui se sont bien, qui ont été bien préparées et il n'y a pas eu de débordement. Je prends le cas de Y'en a marre, la manifestation de Y'en a marre, je prends la manifestation, n'est-ce pas, de la manifestation de Y'en a marre, c'était un sit-in. Oui, c'est un sit-in. d'une marche. Ça va drainer du monde. Oui, c'est la place de l'indépendance au ministère de l'Intérieur. Mais ce rassemblement aussi était surveillé. Parce que si ce n'était pas surveillé, peut-être qu'il peut y avoir des débordements. Donc, l'un dans l'autre, c'est le gouvernement, n'est-ce pas, qui doit, disons, remplir son droit, son devoir, pardon, régalien, qui consiste un peu, une fois de plus, vraiment à gérer la sécurité, à veiller, pardon, sur la sécurité, n'est-ce pas, des citoyens. Et je pense que s'il parvenait à le faire, évidemment, c'est la démocratie sénégalaise qui s'en sortira encore mieux. Voilà, donc on ne doit pas encore avancer à reculons comme on est en train de le faire. Voilà, donc vous le disiez tantôt, M. Gassama, la détention de sa carte d'identité est un droit citoyen. Ce droit citoyen semble être bafoué par l'État du Sénégal tout de même. En tout cas, on constate que ce qui se passe en ce moment, à ma connaissance, est également totalement inédit. On a connu des élections, en tout cas moi, depuis 1988, que je suis les élections au Sénégal. Je ne me rappelle pas d'une situation où, à quelques jours des élections, des citoyens en ont aussi grand nombre. Et des craintes de ne pas pouvoir disposer de leur bulletin de vote. Et qu'on nous parle même de distribution jusqu'à la veille des élections. Non plus au niveau des commissions, mais au niveau des centres. Autrement dit, si quelqu'un vit à Dakar et qu'il doit voter à Ziguinchor, il doit se rendre à Ziguinchor suffisamment à temps pour pouvoir avoir sa carte. Il ne peut pas se rendre la veille à Ziguinchor parce qu'il n'aura pas sa carte pour voter. Donc il y a manifestement des lenteurs, il y a manifestement un cafouillage. Et tout cela contribue à augmenter la tension, à augmenter les suspicions, alors que l'état d'évolution de la démocratie sénégalaise devrait faire en sorte qu'on dépasse ces dysfonctionnements-là. On réclame des élections au Sénégal depuis très longtemps. Les gens en charge des élections, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur que de la Sénat, sont quand même maintenant très rodés. Donc je ne comprends pas comment on a fait pour nous retrouver dans cette situation. L'un dans l'autre, je crois que c'est tout le monde qui veut des élections en ce moment. L'opposition veut les élections, personne n'a voulu du report. Il faut qu'on y aille. Donc il faut que l'État vraiment redouble de moyens pour que les gens puissent disposer de leur carte. Je pense en l'occurrence au milieu rural. Vous savez que dans les villes, c'est encore moins compliqué au milieu rural. Vous imaginez un paysan qui va laisser son champ, ses troupeaux, qui va aller 2 ou 3 jours courir derrière une carte d'électeur, qu'on va balloter d'une sous-préfecture à une commission. Ensuite, le jour des élections, il va revenir encore perdre toute une journée pour voter parce qu'il y a une pléthore de listes qui sont là. Je crois que beaucoup de gens risquent d'être découragés et le principal risque aujourd'hui, ce sera un risque d'abstention. Un faible taux de participation et qui ne contribuerait pas à assurer une bonne légitimité aux députés qui seraient élus. Donc un faible taux de participation qui peut survenir avec cette situation, avec bien sûr le retard noté dans la distribution de ces cartes biométriques.
Oui, je pense que, comme il a dit, hein, aujourd'hui, l'État doit tout faire pour garantir, disons, le droit de vote, n'est-ce pas, aux citoyens. Et le droit de vote, évidemment, passe nécessairement par l'obtention de la carte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, certainement, qui veulent aller voter. Il y a d'autres qui ont des cartes qui, pour une raison ou pour une autre, n'iront pas. Mais quand même, qu'on leur donne d'abord la possibilité d'avoir la carte, quitte maintenant, pour eux, vraiment de choisir ce qu'ils vont faire. Mais dans tous les cas, cet endroit, ils se sont inscrits, ils doivent vraiment avoir leur carte et que le gouvernement doit mettre vraiment tous les moyens de son côté pour que les citoyens puissent accéder vraiment à leur carte. Une autre question agitée, c'est donc le fait de voter avec le récépissé ou bien les anciennes cartes d'électeurs. Seulement, le commissaire Ibrahima Diallo de la DAF donc, a soutenu que qu'aucune disposition légale ne peut permettre une telle possibilité, le fait de voter avec les anciennes cartes d'électeurs. Ceci est également une situation assez compliquée. Du moment où on parle de voter avec le récépissé, les anciennes cartes d'électeurs, un débat agité. Oui, je pense que cette question doit être vraiment évacuée très rapidement, parce qu'il risque de créer beaucoup de confusion dans la tête des gens. Beaucoup de gens vont certainement rester chez eux en pensant qu'ils peuvent voter avec cette carte, alors que il n'y a pratiquement aucune possibilité de le faire. Je crois qu'on est arrivé à un moment où l'État ne peut plus faire du forcing. Ils avaient déjà fait du forcing pour modifier le code électoral. Ce n'est plus possible de faire du forcing pour dire aux gens de voter avec des récépissés. Surtout que le PDS et d'autres partis ne sont pas du tout d'accord. Mais ceci serait une proposition d'une partie de la société civile quand même. Oui, c'est vrai que nous, on a été consultés sur cette question et nous avions dit que tout consensus des acteurs politiques nous emporte. Ce sont les acteurs politiques qui sont les principaux concernés par cette matière. S'ils sont d'accord, cela signifie qu'il n'y a pas d'appréhension en matière de fraude, de double vote, etc. En ce moment-là, nous adhérons à cette proposition-là. Mais s'il n'y a pas de consensus, je pense qu'il ne faut pas y aller. Et je crois que le PDS a soulevé beaucoup de préoccupations. Hein. Bon, c'est les gens du PDS que j'ai entendu parler, je n'ai pas entendu les autres. En l'occurrence, sur le fait que bon, certaines personnes pourraient déjà avoir leur carte, leur nouvelle carte d'identité par devers eux. Parce que cette nouvelle carte d'identité, cette ancienne carte-là, je ne pense pas qu'elle est réclamée en échange de l'autre. Lorsqu'on vous remet l'autre, on ne vous demande pas de rendre l'ancienne carte. Donc il y a des possibilités de fraude. Ensuite, le fait que dans le récépissé, il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout pour identifier l'électeur. Donc il y a des appréhensions légitimes de l'opposition par rapport à ce vote-là. Et je pense que l'obligation de l'État aujourd'hui, c'est de mettre tout en œuvre pour que l'écrasante majorité des Sénégalais puissent disposer de leur carte d'électeur avant le 30. Et ça, il faut qu'ils se donnent les moyens de le faire. Le temps est assez réduit en tout cas. Oui, le temps est réduit. L'État doit se donner les moyens vraiment pour redistribuer les cartes. Mais deuxièmement, je pense que la question des récépissés ou vraiment des anciennes cartes est une question qui doit être posée sur la table. Et que ce sont les différents partis ou coalitions qui doivent se retrouver et voir quelles sont les modalités. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Mais comme l'a dit déjà Seydi Gassama, évidemment, il y a certains partis qui ont des appréhensions qui sont légitimes. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas une porte ouverte vraiment à une fraude massive ou non? Donc le vote doit être sécurisé. Et pour ça, je pense que le plus important, c'est le consensus, n'est-ce pas, des hommes politiques. Ils doivent s'asseoir autour d'une table, voir un peu l'organisation matérielle, n'est-ce pas, des élections, puisque beaucoup de Sénégalais n'ont pas accès à leur carte, n'est-ce pas, d'identité. Donc à partir de ce moment, comment faire en sorte que ceux-là qui n'ont pas encore accès aux cartes puissent vraiment remplir leur devoir, n'est-ce pas, de citoyens. Mais s'il y a consensus, doit y avoir report. Ils ne pourront pas bâcler tout ceci, ou bien il peut y avoir consensus et tenir les élections, le scrutin. Oui, mais dès l'instant où ils se sont entendus vraiment pour tenir les
élections. Je pense que ça a été un consensus, quoi qu'on dise. Quoi. Voilà, ils se sont plus ou moins entendus sur là. Parce qu'à un moment donné, il y a une partie de l'opposition qui disait est-ce que le régime en place ne va pas encore reporter les élections? Heureusement que les élections ne sont pas reportées. Mais maintenant, il y a des questions vraiment pressantes ici. Donc maintenant, qui nécessitent que la classe politique se retrouve pour voir quelle est la bonne formule adoptée de manière à ne pas priver vraiment l'essentiel, une grande partie, n'est-ce pas, des Sénégalais qui ont droit vraiment de vote. Voilà. Je pense que ça, c'est des questions de dialogue, comme je l'ai dit, hein, de l'opposition et le parti au pouvoir. Disons la classe politique dans sa globalité doit avoir, de mon point de vue, vraiment une tradition, n'est-ce pas, de dialogue. Voilà. Et donc, je pense que c'est comme cela qu'on va surmonter un certain nombre d'obstacles. Mais si chacun reste vraiment dans son coin en pensant que c'est lui qui détient la vérité ou bien c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la force, évidemment, les choses ne trouveront pas une issue heureuse. Et je pense que nous avons besoin vraiment de discuter et de trouver des consensus. Vous l'évoquiez tantôt en disant qu'il y a absence de discussion, d'arguments, d'échanges entre nos politiques. Alors ce consensus donc sera vraiment quelque chose de est-ce possible donc de s'attendre à ce consensus? Oui, bon, moi je pense qu'il y a un acteur principal dans ce jeu démocratique, c'est le parti au pouvoir. Je veux dire, il a les moyens, il a le pouvoir avec lui, il a la force du public. Très bien. Mais maintenant, c'est ce pouvoir-là, pardon, qui doit, disons, initier ce genre de rencontre en allant, en tendant la main, n'est-ce pas, aux autres membres, n'est-ce pas, de la classe politique. Je pense que s'il a cette posture, le Sénégal, vraiment, va être encore une démocratie modèle. Hein, donc, mais s'il pense que, parce que j'entends souvent un discours véhiculé par-ci, par-là, un discours de va-t-en-guerre, oui, nous avons le pouvoir, on ne va pas se laisser faire. Non, c'est pas ça. Je pense que le vrai courage pour moi, c'est de dire oui, j'ai la force, mais quand même, je vais négocier, discuter avec les gens, parce que c'est le Sénégal qui est en jeu. Hein, donc c'est la démocratie sénégalaise qui est en jeu, c'est la sécurité de ces pays, n'est-ce pas, qui est en jeu. Et à partir de ce moment, chacun doit, de mon point de vue, vraiment avoir une posture et qui puisse vraiment créer les conditions d'un dialogue où les acteurs politiques vont se retrouver autour de l'essentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont se retrouver autour de tous les problèmes, non, je ne le dis pas, mais au moins ils peuvent se retrouver autour de l'essentiel. Tout dépend comment ils posent le problème et comment il l'appréhende. Je pense que c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc, pour moi, la question de l'organisation matérielle, disons l'élection présidentielle, pardon, des élections législatives, donc qui passe nécessairement par l'obtention de la carte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire que les Sénégalais qui n'accèdent pas à leur carte, est-ce qu'on ne peut pas autoriser à ces Sénégalais-là d'utiliser leur ancienne carte ou bien d'utiliser des récépissés? Mais ça, évidemment, c'est la classe politique dans son ensemble qui doit accepter de poser le problème et de trouver une solution. D'évacuer ce problème rapidement, voilà, pour avancer, pour qu'on puisse avoir une assemblée, bon, je ne dirais pas une assemblée nationale digne de son nom, avec cette 13e législature qui se profile à l'horizon. Mais on se parlait tout à l'heure du droit citoyen, le droit d'obtention de carte d'identité, c'est un droit citoyen. Mais on peut également dire que c'est un droit citoyen d'avoir une assemblée nationale digne de son nom quand même. Lorsque vous voyez des candidats à la députation, vous pensez à quelle 13e législature? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse avoir une législature pire que celle qu'on a connue. Je ne pense pas. La 12e législature a été une catastrophe. Essentiellement à cause du camp du pouvoir. Vous savez, à l'Assemblée nationale, je connais bien comment ça fonctionne parce que ici, il y a quelque peu un rat de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires de la majorité jouent un rôle extrêmement important dans la définition de l'agenda de l'Assemblée nationale, dans l'initiation du dialogue au sein de l'Assemblée nationale. Mais lorsque dans ce groupe, vous avez des va-t-en-guerre, des gens qui n'ont à la bouche que des injures, hein, des gens qui sont incapables disons, d'aller vers les autres pour dialoguer et trouver des consensus, bien entendu, on obtient le résultat qu'on a obtenu. Et c'est déplorable, et je crois d'ailleurs que le fait que Macky Sall ait écarté beaucoup de ses députés de la précédente législature des listes, je crois qu'elle a vraiment charcuté. L'essentiel des députés qui étaient à l'Assemblée
en tout cas du camp présidentiel de la justice sortante, n'ont pas été réinvestis. Je crois qu'il est conscient, lui-même, il est conscient du fait que cette Assemblée n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas, des aspirations des Sénégalais, qui aspirent à une autre Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée, c'est le premier lieu du dialogue entre l'opposition et le pouvoir. C'est là que les débats doivent avoir lieu, et non pas dans la rue. C'est lorsque le débat ne peut pas avoir lieu à l'Assemblée nationale que les gens vont dans la rue. Donc, il faut souhaiter que les députés qui vont être investis, je ne connais pas toutes les personnes qui ont été investies, mais je sais qu'il y a de très bons profils qui ont été investis, vont vraiment nous donner, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale que nous souhaitons. Une Assemblée nationale qui vraiment débat des vrais problèmes des Sénégalais, qui prend des initiatives pour résoudre les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Mais aussi une Assemblée nationale où l'opposition et le pouvoir dialoguent, trouvent des consensus autour des questions d'intérêt national. C'est le vœu que j'exprime. Mais encore une fois, je crois qu'on est en train de quitter une législature catastrophique, et qu'on ne peut pas avoir moins bonne que ce qu'on a connu pendant les 5 dernières années. Alors, une Assemblée nationale digne de son nom? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas aussi rêver. Tant que le système en place depuis les indépendances jusqu'à présent est toujours là, rien ne changera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une majorité qui écrase, n'est-ce pas, une minorité. Et le mode de scrutin aussi ne favorise pas l'accès vraiment des Sénégalais compétents, vraiment à l'Assemblée nationale. Tant que ces gens ne sont pas vraiment du parti au pouvoir ou bien dans un parti ou coalition plus ou moins fort. Je vois des Sénégalais qui auraient pu vraiment jouer ce rôle à l'Assemblée nationale, que je vois sur les listes, malheureusement, ils n'y accéderont pas parce que leur coalition ne gagnera pas, malheureusement, parce que c'est le système électoral qui est ainsi fait. J'aurais souhaité que peut-être qu'on change vraiment le mode de scrutin de manière à favoriser l'accès de ces Sénégalais vraiment à l'Assemblée nationale. J'en vois beaucoup, vraiment sur les listes des gens, des hommes et des femmes compétents, n'est-ce pas, qui peuvent aujourd'hui vraiment changer la donne au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, il ne faut pas arrêter. Le système est là. Ce système-là, évidemment, fait en sorte que quelque part, qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'autre mission assignée, disons, aux députés, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Et pour moi, c'est le point le plus essentiel, de mon point de vue, dans la mission, n'est-ce pas, du député. Contrôler l'action gouvernementale. Ces gens qui viennent demander aux députés de voter le budget, une fois que le budget est voté, quand ils reviennent encore, ils doivent rendre compte. Où est-ce que vous avez mis l'argent du contribuable? Qu'est-ce que vous avez fait de ceci? Cela, les enquêtes parlementaires et tout. C'est ce que j'appelle le contrôle gouvernemental. Malheureusement, c'est le talon d'Achille, vraiment, du travail de certains des députés. Et je pense qu'on doit mettre l'accent sur ça. Donc, pour moi, je ne peux pas rêver. Je ne peux pas rêver d'une nouvelle assemblée tant que le système est là. Malheureusement, ce système va perdurer. Parce qu'on vous dit, la majorité est là, et doit servir à quelque chose. Mais en servant à quelque chose, malheureusement, c'est au détriment vraiment de l'intérêt. Peut-être même, c'est au service, n'est-ce pas, d'un chef de l'État qui est là, élu pour 5 ans. Mais je ne suis pas sûr que cela va en droite ligne avec les intérêts, n'est-ce pas, des Sénégalais. Donc je pense que c'est le système qu'il faut revoir. Tant que le système n'est pas revu, évidemment, il ne faut pas rêver d'une Assemblée nationale vraiment meilleure que celle-là. Alors, pour boucler... Je crois que juste pour revenir sur ce Bakrali, il a tellement dit vrai que si vous voyez la manière dont les gens sont investis, si je prends le camp du parti au pouvoir ou même le camp du PDS, le camp du parti au pouvoir, lorsque les gens ont commencé à la base à faire les investissements de façon démocratique, évidemment, il y a eu tout de suite des affrontements, des disputes, des divisions. Et le président a dit non, arrêtez tout ça, donnez-moi les listes, je vais investir moi-même. Et c'est le président qui a investi les gens, n'est-ce pas, et non pas la base qui les a investis. Et ça se passe comme ça, tout le temps au Sénégal. Donc c'est le président qui vous investit. Si vous allez à l'Assemblée et que vous ne suivez pas les mots d'ordre qui viennent de la présidence, la prochaine fois, on ne va pas vous investir. Donc les députés sont là-bas, non pas pour contrôler l'action du gouvernement, mais pour faire exactement ce que le gouvernement leur demande. Regardez lorsque le Premier ministre va à l'Assemblée nationale. Il n'y a pratiquement aucune question, n'est-ce pas, je ne dirais pas dérangeante, aucune question difficile qui vient du camp du pouvoir. Aucune.
Mais si quand l'opposant pose une question difficile, tout de suite, c'est une levée de bouclier, des jets de pierre contre cet opposant-là. Donc, ils sont là-bas, non pas pour contrôler l'action du gouvernement, mais pour défendre le gouvernement. Et cela, c'est au détriment vraiment des intérêts du peuple sénégalais, qui les a élus, justement, pour qu'ils exercent leur mission de contrôle du gouvernement. C'est eux qui allouent les budgets à l'État. Et lorsque les ministres viennent, ils doivent pouvoir justement leur demander des comptes par rapport à ce budget. Les séances de questions-réponses à l'Assemblée nationale, c'est une très forte tradition dans toutes les grandes démocraties. En France, en Angleterre, chaque semaine, le Premier ministre va à l'Assemblée nationale. Chaque semaine. Chaque semaine. Si on avait dit tous les mois, après tous les 6 mois. Voilà. Donc on n'a pas respecté. Voilà, donc ça fait vivre l'Assemblée, ça fait vivre la démocratie. Mais si non seulement le Premier ministre ne respecte pas la régularité de ces rendez-vous-là, mais lorsqu'il y va, vous avez toute une majorité qui est là et qui... Les questions sont préparées d'avance. Voilà, et puis les gens, ils sont là pour le défendre et non pas pour répondre aux interpellations des opposants. C'est d'autant plus malheureux qu'une personne comme Abdoul Mbaye, quand il était Premier ministre, s'est laissé prendre dans ce jeu-là, où les opposants étaient pratiquement des ennemis, ils répondaient avec beaucoup d'arrogance aux opposants. Je crois que maintenant qu'il a eu la chance ou le malheur d'être lui-même opposant, s'il va à l'Assemblée, il va certainement voir, n'est-ce pas, l'importance qu'il y a d'avoir une opposition forte et qui pose des questions. Moi, je pense que pour qu'on crée les conditions d'une Assemblée nationale de qualité, il faut régler la question de l'indépendance des députés eux-mêmes. Et pour moi, cette question de l'indépendance se passe par le volet financier. Imagine qu'on dise que désormais, les députés n'ont plus de salaire, mais ils ont juste des indemnités de cession. Imaginez qu'on dise, non, vous n'avez plus de véhicule. Voilà. Donc, je pense que si quelqu'un, malgré ces conditions-là, accepte de devenir député, évidemment, on crée la question, vraiment, on règle la question, n'est-ce pas, de sa liberté. À partir de ce moment, évidemment, il va dire, je dépends de personne, je suis libre, je peux travailler pour mon pays, et voilà ce qui va se passer. Mais tant que le système est là, évidemment, on n'ira nulle part. Et ce sera un vrai député du peuple. Ce sera un vrai député du peuple. Je pense qu'on n'a qu'à y penser. Et je pense retirer tous les privilèges, ce serait une bonne idée, une belle proposition quand même. Voilà. Les députés qui ne sont pas... Je crois que malheureusement, aussi bien l'opposition que le pouvoir, vous ne trouverez personne dans l'opposition ni dans le pouvoir qui accepte cela, parce que justement, on a une classe politique qui se ressemble fort. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez, ce sont les mêmes personnes qui sont là depuis le temps du PS. Le système qui ne change pas. Toutes les personnes qui tirent sur Abdoulaye Wade aujourd'hui, c'est les mêmes qui étaient avec Abdou Diouf, c'est les mêmes qui hier défendaient Abdoulaye Wade, et c'est les mêmes qui défendent Macky Sall. Parce que c'est le système qui le permet, malheureusement. C'est le système qui le permet, malheureusement. Voilà. Vous citiez tantôt Abdoul Mbaye, donc c'est la transition. Du côté de la régie, si on peut nous préparer l'affiche de Abdoul Mbaye, l'affiche du candidat Abdoul Mbaye, avec bien sûr la complicité de Cheikh Tidiane Ndiaye, professeur Domingo Mané. Je rappelle que vous êtes professeur en communication politique. Donc il y a sur votre page keba.com, donc c'est sur Facebook, vous revenez sur l'affiche des candidats. Vous faites disons la critique de ces candidats, de l'affiche des candidats avec l'affiche d'Abdoul Mbaye là. Donc de manière brève, pouvez-nous faire le commentaire de cette affiche, les faiblesses et les forces de cette affiche d'Abdoul Mbaye? Oui. Lorsqu'on voit cette affiche-là, évidemment, d'abord, ce qui fait la force vraiment de cette affiche, d'abord, c'est la posture d'Abdoul Mbaye. Avec la régie. Il est dans une posture carrément debout. Et ce qui prouve que quelque part, c'est quelqu'un qui est bien en place, puisqu'il est dans une posture carrément de verticalité. Et deuxièmement, vous avez vu, il a un sourire complètement jovial. Donc quelque part, c'est une manière, n'est-ce pas, d'aller à la rencontre, n'est-ce pas, du peuple, avec ce visage avenant, et encore la salutation, la main, n'est-ce pas, en guise de salutation,
tout ça, quelque part, c'est comme si il créait les conditions d'une rencontre, n'est-ce pas, avec le peuple lui-même. Maintenant, ce que j'ai regretté plus ou moins c'est ce qu'on appelle le mélange un peu linguistique. Donc, vous avez vu, d'un côté, vous avez des mots wolof et français. Voté Johanti. D'abord, le mot Johanti. Déjà, ce mot-là, pour moi, ça ne relève pas vraiment d'un wolof aussi terre à terre. Oui. Donc je ne suis pas sûr que la nouvelle génération sache vraiment ce que cela veut dire, même parmi les personnes adultes. Donc pour moi, c'est un mot recherché qui fait que quelque part, on peut même faire la confusion entre donc le pleurer. Donc moi, quand j'ai vu ça la première fois, pleurnicher, donc j'ai pensé à pleurnicher. J'ai dit bon, comme c'est un mot plus ou moins équivoque, évidemment, c'est quelque chose qu'il fallait éviter. Et vous voyez son slogan Soldari Askani. Donc là aussi, il y a deux mélanges. Il y a le mélange français, Soldari, c'est un mot français. Je ne suis pas sûr que ça soit Wolof carrément, et Askani. Donc, mais en même temps, quand tu prends le slogan, les éléments, n'est-ce pas, visuels, il n'y a rien qui rappelle un peu le militaire, le soldat. Voilà. C'est ça aussi mon problème. Quelque part, j'ai dit, il n'y a rien qui rappelle le soldat ici. Voilà. Et j'ai même dit dans mon commentaire que certainement le concepteur vraiment de cette affiche aurait pu vraiment avoir de l'audace, mettre carrément dans d'autres affiches en conservant toujours le slogan, carrément en train militaire. Donc voilà, l'affiche doit être imposante, doit choquer? Oui, non, choquer, oui, mais pas choquer, c'est-à-dire que original. Voilà. Original. Mais quand même, c'est une très bonne affiche parce que déjà, l'espace qu'occupe le candidat, ça veut dire qu'on met l'accent, n'est-ce pas, sur les valeurs du candidat, ce qu'on appelle l'éthos du candidat, qui est Abdoul Mbaye. Quel est son sens discursif, quelles sont les valeurs qu'il met en avant en politique? C'est lui qui parle tout le temps d'éthique en politique. Quelque part, donc, le fait de mettre en gros plan pratiquement l'image de Abdoul Mbaye occupe les 3/4, n'est-ce pas, de l'affiche. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit parce que le concepteur a voulu mettre l'accent sur la personne, sur la personnalité de Abdoul Mbaye. Et cette personnalité a des valeurs, incarne des valeurs, parmi lesquelles aujourd'hui l'éthique. C'est quelqu'un qui veut que, au moins, les hommes politiques mettent en avant l'éthique dans la gestion des affaires de la cité. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Voilà, toujours les forces et faiblesses d'une autre affiche. Bon, nous allons passer à l'affiche d'Aïssata Tall Sall également, Oser l'avenir. Aïssata Tall Sall, donc nous allons commenter bien sûr son affiche juste après. Donc, Monsieur Gassama, vous allez revenir tout à l'heure sur ces affiches. Bon, j'aurais bien voulu avoir l'affiche de Benno Bokk Yakaar, avec bien sûr la polémique soulevée là-dessus. Nous allons d'ailleurs y revenir avec bien sûr le chef de l'État Macky Sall qui est au devant, disons, de l'affiche. Donc son image qui ne doit pas apparaître. Alors, Monsieur Mané, nous allons avancer avec Aïssata Tall Sall, le temps que du côté de la région nous donne qu'on ait l'image d'Aïssata Tall Sall. Voilà, l'affiche d'Aïssata Tall Sall. Alors, Oser l'avenir, quel commentaire faire sur cette affiche d'Aïssata Tall Sall? Rose, il y a du rose. Oui, là, voilà, donc ici, contrairement à l'affiche de Abdoul Mbaye, la personne, disons la candidate Aïssata est complètement décalée. C'est comme si elle sortait carrément du cadre. Je n'ai pas compris pourquoi on l'a mis comme ça. Normalement, elle aurait pu vraiment occuper beaucoup plus l'espace. Voilà, là, elle est complètement décalée. Et deuxièmement, Oser l'avenir. Et la posture, n'est-ce pas, de la candidate. Aujourd'hui, regardez bien cette posture-là. Elle a croisé les bras. Or, on vous dit en communication non verbale, tout croisement de bras, n'est-ce pas, renvoie à une protection. Protection, surtout ça. Donc, elle protège son territoire mental. Et dans le territoire mental, il y a le territoire mental et le creuset, et à la fois, n'est-ce pas, de la confiance en soi et de l'estime de soi. Qu'est-ce qu'elle protège finalement? Et mettez en corrélation l'image, n'est-ce pas, et le slogan, vous allez voir que vraiment il y a une disparité. Oser l'avenir, ça veut dire que oser l'avenir, c'est quelqu'un qui va à la rencontre, n'est-ce pas, de l'avenir. Il doit être ouverte. La personne doit se faire signe, n'est-ce pas, d'ouverture. Or, ici, c'est l'enfermement. Elle s'enferme carrément en croisant les bras. C'est vrai, vous me direz que croiser les bras, c'est bien, mais par exemple, croiser le bras droit sur le bras gauche,
ce qu'on appelle en ce moment le bras droit devient le bras dominant. Voilà, donc c'est une personne offensive, qui a un profil offensif. Mais dans le profil offensif, il y a deux catégories. On vous dira, il y a le profil offensif, n'est-ce pas, comment dirais-je, lauréat, et il y a le profil offensif Salanger. C'est quelqu'un en Salanger, c'est celui qui carrément voilà, donc va improviser, va partir, n'est-ce pas, de l'échec, n'est-ce pas, pour rebondir. Est-ce qu'elle n'a pas cette posture de challenger? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est vraiment challenger? Est-ce qu'elle n'est pas lauréat? Lauréat, c'est celui qui capitalise carrément les victoires, de victoire en victoire. Donc voilà le problème. Donc la première chose que j'ai remarquée, c'est cette disparité qu'il y a entre le slogan, n'est-ce pas, et la posture du candidat. Et deuxièmement, moi, j'aurais été à la place du concepteur, je n'allais pas écrire oser avec EZ. J'allais mettre oser avec ER. Oser l'avenir. Parce qu'elle s'exclut du champ, carrément. Oser, c'est l'affaire des autres. Ce n'est pas son affaire, puisque elle a croisé les bras, elle est carrément dans l'enfermement, et c'est ce qui pose problème à ce niveau-là. On dirait qu'elle parle aux électeurs, disons, en disant oser l'avenir. Elle parle aux électeurs, oui, on peut dire cela. Elle parle aux électeurs, on peut le dire, on peut le supposer, mais regardez bien la posture, elle a un visage avenant, elle est complètement souriante, accueillante, c'est vrai. Elle peut parler, n'est-ce pas, mais si elle parle, n'est-ce pas, aux électeurs, quelque part, ça, pour moi, ça affaiblit plus ou moins, n'est-ce pas, le message, dans la mesure où lui, il n'est pas impliqué. Oser l'avenir. Mais s'il mettait oser avec ER, lui, il est carrément là-dedans et les électeurs aussi sont là-dedans. Voilà. Donc, et quelque part, ça traduit exactement le slogan et la posture, quelque part, signifie que, évidemment, l'avenir, c'est l'affaire des autres. On peut le traduire comme ça. Mais elle n'est pas là-dedans. Voilà. Moi, j'aurais conçu cette affiche, évidemment, je vais carrément laisser dans une posture d'ouverture. Voilà, oser, je le mets avec ER pour l'impliquer et impliquer, n'est-ce pas, toutes les personnes qui vont regarder cette affiche. Voilà. Donc, quelques commentaires, toujours avec ces affiches. L'affiche de Benno Bokk Yakaar, on ne l'a pas, mais bon, certainement, vous l'avez vu dans les artères de Dakar. L'affiche avec le monde et tout ce monde derrière Macky Sall. Voilà. Oui, j'ai vu, c'est une équipe. C'est l'esprit d'équipe qu'on a voulu vendre. Parce que vous avez vu cette photographie qui rassemble tous les ténors, n'est-ce pas, de Benno, y compris même le président de la République. Voilà, donc vous avez là une tête de liste, mais qui est complètement diluée, n'est-ce pas, dans le groupe. Non, c'est Boun Dionne, c'est Boun Dionne la tête de liste. Justement, c'est pourquoi j'ai dit il est complètement dilué, parce que l'image de la tête de liste, à côté de celle du président, c'est invisible. Elle est complètement invisible, parce qu'elle est noyée par l'image, n'est-ce pas, du président. Or, non seulement même dans la présentation de cette affiche, on aurait pu peut-être songer à distinguer, à faire en sorte que la personne qui regarde cette affiche puisse distinguer systématiquement les gens qui sont en quoi faisant par la couleur, n'est-ce pas, des vêtements qu'ils vont porter. Voilà. L'impression que bon, tout le monde a porté la même chose et bon, on peut reconnaître le président comme ça, mais quand même on aurait pu encore insister sur les couleurs, par exemple la posture de la tête de liste qui est le vrai patron dans cette équipe, mais malheureusement pour moi il est noyé donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part c'est comme s'il n'a aucune responsabilité puisqu'on parle de groupe. Or, tout groupe doit avoir, n'est-ce pas, un leader. Voilà, c'est comme s'il n'y a pas de leader parce que le président, moi je l'exclus, il n'est pas concerné par cette élection. On aurait pu décaler carrément Boun Abdallah Dionne pour montrer que c'est lui le patron. Mais puisqu'il est dilué dans le groupe, il n'a pas de responsabilité, il n'a de compte à rendre à personne. Voilà, du point de vue visuel, du point de vue de la sémiologie, ce qu'on peut dire. Voilà, donc maintenant, oui, c'est lui qui va dans les meetings, qui essaie d'arranger les foules, ça on le voit, mais du point de vue de la représentation, du point de vue de l'image, n'est-ce pas, qu'on nous sert, évidemment, Boun Abdallah Dionne n'est pas ce leader qu'il aurait dû être, parce que du point de vue de la conception, cela doit frapper carrément le regard de celui qui, évidemment, qui est exposé à ces affiches-là. Mais malheureusement, c'est l'équipe, on n'a pas vu
quelqu'un s'est détaché. Ce n'est pas, par exemple, comme Aïssata Tall Sall ici qui prend, voilà, ce n'est pas comme, disons, Gadio qui était complètement dans la gestuelle de ce qu'on appelle le pointeur. Voilà, il a le groupe à côté et lui, il est là, le leader, c'est celui qui montre la voie à suivre. Mais dans les affiches de Benno, il n'y a pas une personne qui émerge. Or, la personne qui devait émerger, de mon point de vue, c'est la tête de liste. Tête de liste, voilà. Donc, certains observateurs parlent de violation de droits démocratiques, avec bien sûr le chef de l'État Macky Sall qui est dans cette affiche de Benno Bokk Yakaar. Alors, votre point de vue là-dessus? Oui, mon point de vue il va être fondé sur le droit. L'élection législative est une élection qui ne concerne pas le président. Le corps électoral est assez clair là-dessus. Et je crois qu'il y a même eu cette jurisprudence Wade, où la Cour suprême a rendu une décision très claire à l'époque, qui est disponible sur tous les sites internet, et qui avait amené Wade à retirer sa photo donc, du bulletin de vote de la coalition au pouvoir à l'époque. Malheureusement, je ne pense pas que Macky va obtempérer. Il n'a pas l'habitude d'ailleurs de le faire. Et cette affiche va continuer. Elle va continuer. Et vous savez, Bakary, ce que vous avez dit est vrai. Mais le parti au pouvoir, la coalition Benno, lorsque vous entendez le discours qu'il prononce, pour eux, l'enjeu de cette élection, ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'enjeu, c'est de permettre à Macky Sall de continuer son programme. Parce qu'ils ne font pas des réalisations. Voilà. L'enjeu de l'élection, c'est le PSE. Si vous donnez une majorité à Macky Sall, vous lui permettez de continuer le PSE et donc ses projets. Si vous ne lui donnez pas la majorité à l'Assemblée, et bien entendu, tout va s'arrêter parce que l'opposition va tout bloquer à l'Assemblée nationale. Voici le discours qu'ils tiennent. Et donc, cela ne me surprend pas que Macky Sall soit mis en exergue dans leur communication. Parce qu'ils sont en train de faire leur campagne sur ce qui est considéré comme étant les résultats économiques du président Macky Sall. Donc j'estime que son image n'a rien à faire dans cette affiche et qu'il devait la retirer très rapidement pour se conformer à la loi. Je suis très impressionné par le commentaire de Bakary qui je trouve extrêmement rigoureux. Je dirais qu'il y a les affiches, mais il y a également la réalité. La réalité, c'est qu'on sait qu'Aïssata Tall Sall, c'est une battante. Elle a suffisamment montré qu'elle avait du caractère, qu'elle s'est passée à l'offensive lors des dernières élections locales à Podor. Et c'est n'empêche une vraie battante, une vraie lionne. Très certainement, elle ne serait pas aujourd'hui maire de Podor. Abdoul Mbaye, je crois que ce qu'ils vont montrer, c'est qu'il y a une image qui lui colle. C'est l'image du petit bourgeois, du fils à papa, de quelqu'un qui est coupé des réalités sénégalaises. Voilà. Et dans ces affiches, il est en train de montrer qu'il était l'homme du peuple. Il pouvait arborer les tenues sénégalaises. Voilà, même vu diriger hier une prière. Tout cela est extrêmement important. Il veut montrer aux Sénégalais que, voilà, je suis un bon musulman, j'ai fait peut-être les dara comme tout le monde. Je pense que cette image qu'on avait collée à Karim Wade, lui également, cette image on lui a collé. Moi, je constate qu'il parle un très bon Wolof, un Wolof presque parfait, et qu'il est en train de nous montrer qu'il pouvait être à l'aise dans des tenues traditionnelles, il pouvait être à l'aise avec la culture sénégalaise. Et je crois que il est en train de réussir parfaitement son pari de ce point de vue, même si, bon, maintenant, attendons voir ce que cela va donner le 30 juillet au soir. Le 30 juillet au soir, voilà. Alors, nous allons terminer avec notre dernier sujet, le drame survenu au stade de Dakar. Je veux, avant qu'on termine, juste une seconde. C'est-à-dire que la présence de l'image du président sur les affiches. Vous savez, les spécialistes en communication politique le disent. L'image présidentielle est une image sans réplique. Normalement, le président ne s'affiche que quand il sollicite les suffrages de ses compatriotes. En dehors de ça, il ne doit pas s'afficher. Bon, vous ne pouvez pas faire entendre cela à ces gens-là. Voilà, il ne devait pas. Le président, vraiment, il est dans une autre dimension.
voilà, il ne doit pas s'afficher comme ça, tout bout de champ. Et je précise encore que le commentaire que je faisais tout de suite sur l'affiche, ça c'est l'affiche officielle, n'est-ce pas, de Benno. Évidemment, à côté de ça, vous avez d'autres affiches où vous allez voir Boun Abdallah Dionne seul. Je ne parle pas de cette affiche, je parle de l'affiche du groupe où justement on a voulu privilégier l'esprit du groupe au détriment peut-être du leader, n'est-ce pas, Abdoul Abdallah Dionne. Pour faire passer donc le message Benno. Voilà, Benno. Voilà, Benno. Ils font un bon Benno. Alors nous allons parler donc du drame survenu au stade Demba Diop de Dakar. C'était samedi dernier. Bon, lorsqu'on évoque cette question, moi j'ai deux expressions qui viennent à l'esprit, le laxisme et la fuite de responsabilité. Donc nous parlons de ces drames, donc la responsabilité du peuple, des autorités étatiques. Il y a eu le drame de Dakar, Bettenty, le Diola, le stade Demba Diop de Dakar, entre autres drames qu'on peut citer. Votre sentiment? Écoutez, un sentiment de très grande tristesse que j'ai ressenti ce jour-là en observant ce qui s'est passé au stade Demba Diop. Vous avez bien fait de parler de responsabilité et surtout de fuite de responsabilité. J'ai été sidéré d'entendre que les fédéraux, la Ligue de football professionnel, que la fédération elle-même, que le gouvernement, le ministère des Sports, s'étaient réunis pour envisager des sanctions. Je trouve que c'était vraiment faire une insulte au peuple sénégalais. Parce que ce qui s'est passé, ce qui s'est passé au stade, de mon point de vue, est un Diola bis. C'est le Diola bis. On ne peut pas comparer l'ampleur évidemment des deux drames, mais du point de vue des causes, il y a une lourde responsabilité de l'État. Vous savez, les jeunes de Ouakam que vous voyez, ils ne sont pas différents des supporters de Liverpool, du Paris Saint-Germain, de Istanbul ou de notre pays. Ce sont des jeunes dans tous les pays du monde. Lorsque vous mettez les supporters de deux équipes côte à côte, il y a toujours des risques d'affrontement. Toujours des risques d'affrontement. Et pour le cas des supporters de Ouakam, ce n'est pas la première fois que ces supporters ont eu à commettre de tels actes au stade Demba Diop. Donc, les supporters de Mbour également sont réputés être des supporters extrêmement violents, parfois. Donc, mettre ces supporters côte à côte, sans prendre les mesures de sécurité qu'il faut, était une très grosse négligence de la part des autorités. Très grosse négligence. Parce qu'on aurait dû vraiment faire une sécurité maximale pour dissuader justement ces hooligans de faire ce qu'ils ont fait. Malheureusement, la sécurité était très éparse ce jour-là. Vous avez vu dans les tribunes des lanceurs de pierres qui dépassent des policiers, qui lancent, qui reviennent, qui viennent prendre des pierres et qui lancent à nouveau. Et les 2 ou 3 policiers étaient là et ils ne pouvaient absolument rien faire. L'autre chose, et on l'oublie, la principale cause des décès, c'est l'affaissement de la tribune. L'affaissement de la tribune. J'ai lu dans le journal de La Place que la préfecture de Dakar et la protection civile avaient en 2014 alerté sur la vétusté du stade. En 2014. Donc aujourd'hui, on ne devrait plus organiser des compétitions de cette dimension dans ce stade-là. On aurait dû le faire au stade de l'Amitié, tout comme les grands combats de lutte devraient être faits au stade de l'Amitié. On a organisé une finale avec 2 équipes extrêmement populaires, n'est-ce pas, dans ce stade. Et la mort de ces jeunes-là, ce n'est pas encore une fois les pierres qui les ont tués, c'est l'affaissement d'une tribune qui n'aurait pas dû s'affaisser si elle avait été en très bon état. Donc la responsabilité première de ce drame, c'est la responsabilité du propriétaire de l'infrastructure. Et ce propriétaire-là, c'est l'État du Sénégal. C'est également celui qui devait assurer la sécurité, et la sécurité, c'est le domaine régalien de l'État du Sénégal. Donc il ne faut pas qu'on jette la poudre aux yeux des Sénégalais. En recherchant les gosses de Ouakam, oui, il faut les arrêter, il faut les punir. Lorsque des hooligans jettent des pierres, il faut les punir. Mais la responsabilité principale de ce qui s'est passé, c'est l'État du Sénégal et la Fédération de football. C'est eux qui sont les principaux responsables. Malheureusement, le procureur ne regardera pas de ce côté-là, parce qu'il suit au doigt ce qu'on lui demande de faire. Mais j'estime qu'aujourd'hui, le ministre des Sports, qui théoriquement gère ce stade-là, devrait aujourd'hui, de mon point de vue,
et démissionner. Démissionner, voilà. De mon point de vue, j'ai entendu dire que sa démission n'est pas à l'ordre du jour, mais dès l'instant que c'est son ministère qui gère le stade et que c'est la qualité, la mauvaise qualité du stade qui a entraîné tous ces morts-là, il devrait tirer les conclusions et s'en aller. C'est cela qu'ils ont fait dans tous les pays où les gens ne sont pas avides du pouvoir et s'accrochent du pouvoir à tout prix. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas d'impunité. Il y a eu de l'impunité en ce qui concerne le Diola, qui est également une catastrophe due à la négligence de l'État, à l'incompétence du gouvernement de l'époque. De la même manière, cette catastrophe également est le résultat de la négligence et de l'incompétence du gouvernement actuel. Ce que nous demandons, ce sont des comptes, et ces comptes-là, c'est les Sénégalais qui doivent les demander. Il faut qu'ils les demandent, parce qu'ils ne les demandent pas, évidemment, les gros bonnets seront toujours assurés de l'impunité. Et c'est l'impunité de gros bonnets qui fait que ces actions-là se multiplient. Alors, M. Mané, votre analyse rapidement? Oui, je pense que d'abord il faut regretter ce qui s'est passé et puis vraiment présenter nos condoléances aux familles de victimes. Et dire une fois de plus que malheureusement, des choses comme ça sont arrivées, ce n'est pas de la même nature, mais quand même dû à des défaillances quelque part. Je pense que l'État du Sénégal qui a les renseignements généraux, donc qui est l'État, voilà, le chef de l'État, la personne la plus informée. Donc je pense qu'eux, ils ont des outils qui auraient dû évidemment anticiper, nous aider à anticiper sur ce qui est survenu vraiment au stade. Connaissant vraiment les deux camps, que ce soit au camp, n'est-ce pas, et comme il a dit, on ne peut pas mettre peut-être deux adversaires comme ça, ne serait-ce que même dans un match de football où il y a la tension et tout, vraiment c'est l'État qui devait prendre le devant. Malheureusement, évidemment, cela est survenu, le mur s'est affaissé et ça rappelle encore la responsabilité, n'est-ce pas, d'autres personnes qui auraient dû peut-être prendre le devant pour éviter que ce mur-là s'affaisse. Ça veut dire que ce stade est construit depuis 1963, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que vraiment il est vétuste. On ne devait pas prendre encore le risque vraiment de jouer ou de jouer vraiment dans ce stade, surtout quand il s'agit de rencontres aussi importantes. Donc l'un dans l'autre, je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, les responsabilités doivent être situées. Que ce qui s'est passé au Dakar, que ce qui s'est passé au stade, que ce qui s'est passé dans d'autres milieux, je pense qu'on doit avoir la culture vraiment, y compris même au bac, avec la fuite et consorts. Il faut qu'il y ait des responsables. Il faut que des responsabilités soient situées pour que, évidemment, on ne refait plus la même chose. Mais si on laisse les choses comme ça, évidemment, ça fait le lit de l'impunité. Et faisant le lit de l'impunité, évidemment, si des choses comme ça, malheureusement, on va les revoir. Et c'est regrettable. Il faut que l'État commence vraiment à situer les responsabilités, en faisant fi d'un certain nombre de considérations, parce que souvent, c'est des considérations d'ordre religieuse ou d'ordre... voilà quoi, donc quand on gère un État, évidemment, des fois on est obligé de faire mal. Pour guérir une plaie, vraiment, il faut vraiment voilà, il faut le nettoyer à fond, sinon la plaie ne guérira pas. Voilà. Vous savez, je vais juste ajouter, on est dans un système qui est fait pour protéger les puissants. C'est le système qui est comme ça. La justice et tout ça, c'est pour protéger les forts et les puissants. Et chaque fois que l'État est mis en cause, on a sorti les grands moyens médiatiques pour vraiment détourner l'opinion de sa responsabilité. Le procureur a d'ailleurs fait une sortie pour... Si vous voyez la catastrophe du Diola, c'est le commandant de bord qui a disparu, qui est incriminé et qui lui tout seul porte la responsabilité de ce qui s'est passé. Même si le commandant a été obligé de mettre le bateau à l'eau parce qu'il y a eu des pressions politiques. Ici également, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de dire que le seul responsable, c'est le hooligan de Ouakam. C'est ce qui avait la responsabilité d'organiser la manifestation et de s'assurer qu'il y ait une sécurité suffisante. Mais on n'en parle même pas. Les ceux qui avaient, sécurité, ceux à qui appartient l'infrastructure. Vous savez, si c'est une maison qui s'était écroulée aujourd'hui à Dakar, on aurait recherché rapidement le propriétaire de la maison. On l'aurait certainement arrêté et déféré. Mais parce que ce stade appartient à l'État et que l'écroulement du stade, sa vétusté du stade met en cause l'État, on est en train de tout faire aujourd'hui
dans la communication pour dire que ce sont les gosses de Ouakam, ils sont les seuls responsables de ce drame-là. Oui, ils ont une responsabilité, mais la responsabilité de l'État et des responsables du football sénégalais est très grande et nous exigeons également y rendre compte. Et la sécurité qui faisait défaut avec le nombre assez réduit de forces de l'ordre. Voilà, on ne devait même pas organiser cette finale pendant la campagne électorale. On ne devrait pas le faire. Donc plusieurs questions à évoquer. C'est la fin donc malheureusement de ce numéro. Merci donc à nos très chers invités. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Domingo Mané Bakary. Il est journaliste, professeur en communication politique. Merci. Merci. Merci également à vous, Seydi Gassama. Vous êtes de l'Amnesty International, section Sénégal. Merci beaucoup, coordonnateur de la section Sénégal. Merci beaucoup. Alors, merci à nos très chers techniciens, l'équipe technique Chertidiane Ndiaye. Grand merci à vous. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination de ce numéro. Ousseynou Sall pour le décor. Un grand merci à vous, très chers amis auditeurs, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Le meilleur est à venir.